Je trouve au Japon ce que j'appelle des phénomènes de créolisation. On sait que le mot créolisation, il a été forgé dans des situations de domination, d'exploitation coloniale, esclavagiste. Le Japon lui-même, c'est un pays tout à fait différent. Donc, ce qui m'a étonné, c'est qu'on pouvait aussi trouver des phénomènes de créolisation dans un pays qui avait un arrière-fond culturel et historique très différent. Il s'agit d'une créolisation, d'une forme de créolisation, sans formation de langue créole, sauf que déjà, la langue japonaise est une langue qui a été importée, adaptée du chinois. Donc, la langue japonaise pourrait être décrite comme une langue créole, d'un point de vue historique, puisqu'elle a été formée à partir d'un autre idiome. Et certains, comme le linguiste Bernard Cerchiglini, dans un livre déjà assez ancien, en 2007, un livre qui s'appelait Une langue orpheline, il présentait la langue française comme une langue créole, créolisée. Donc, ce que je veux dire par là, c'est pas pour embêter personne, c'est juste qu'on utilise le mot créole dans des sens très différents, très variables. C'est un mot qui a servi à désigner dans l'histoire des blancs, des noirs, des cafés au lait, des maîtres, des esclaves. C'est un mot qui est vraiment polysémique et donc polémique. Ce mot-là, à un moment donné, il faut le définir. Sa définition a varié au cours des siècles. Moi, je pars d'une définition de la créolisation comme un phénomène d'interaction, de mise en contact de deux ou plusieurs cultures, 2, 3, 4 cultures éventuellement, et qui produit des effets culturels. Ça peut être une langue, et très souvent, dans l'océan Indien par exemple, ou dans les Caraïbes, on insiste sur ce côté-là, et c'est tout à fait légitime. Mais ça peut être une langue, c'est une langue dans beaucoup de cas de la créolisation, mais ce n'est pas tout le temps seulement une langue. C'est-à-dire qu'il y a des phénomènes de créolisation qui concernent d'autres aspects que l'aspect linguistique. Ça peut concerner à la fois des aspects vestimentaires, des aspects culturels au sens large. Mais les phénomènes de créolisation concernent aussi bien les colonisateurs que les colonisés. On ne sort jamais indemne d'une rencontre des cultures, qu'on soit en position de dominant ou de dominé. Ça ne les met pas au même niveau. Il y en a un qui exploite, l'autre qui est exploité. Mais du point de vue de ce qu'on appelle la créolisation, les deux sont concernés de manière vitale. Dans le nord de ce que nous appelons maintenant le Japon, Hokkaido, là il s'est développé une culture, les Ainu, des gens venus de ce que nous appelons maintenant la Corée, qui sont arrivés, qui se sont implantés, qui ensuite ont été colonisés par les Japonais, colonisés et dont les pratiques culturelles et la langue ont été quasi éradiquées. Donc voilà, ça par exemple c'est un très bon exemple, c'est-à-dire c'est une politique coloniale. Elle ne se développe pas dans le même cadre culturel que les politiques coloniales qui se sont développées en Europe, en Afrique, dans les Caraïbes ou dans l'océan Indien, mais c'est quand même, là pour le coup on a des grands traits de politique coloniale qui sont aisément reconnaissables. La standardisation, le formatage, l'éradication des différences. Voilà ce qui s'est passé avec les Ainu. Si on appelle une situation comme celle du Japon une situation créole, il y a beaucoup d'intérêt à le faire. Pourquoi? D'abord, le premier intérêt, c'est que c'est une vision de la créolité qui n'est pas étriquée, qui n'est pas folklorisée, qui n'est pas restreinte à un territoire donné, et souvent des territoires minuscules parfois. Donc, on montre que ces phénomènes de créolité sont des phénomènes larges, sont des phénomènes puissants, sont des phénomènes qui sont reliés à tous les souffles du monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on identifie des phénomènes de créolisation dans l'océan Indien, dans les Caraïbes, en Asie, dans d'autres parties du monde, ça permet aussi de voir les ressemblances et les différences entre ces différentes créolisations. Ça souligne un universel, qui n'est pas l'universel au sens classique du terme, c'est-à-dire un universel complètement occidentalisé. Donc ça souligne une nouvelle forme de l'universel, deux nouvelles formes plurielles de l'universel. Ça permet aussi un gain
politique et social important qui est de construire des solidarités transnationales, transrégionales, transcontinentales, en identifiant par exemple les points où les situations de créolisation se construisent par rapport à une oppression, que cette oppression soit de type colonial par le passé, ou que cette oppression soit aujourd'hui de type économique. Donc ça permet quand même de réfléchir d'une manière assez neuve, un peu insolite. Ça dérange un peu quand je dis qu'il y a des phénomènes de créolisation au Japon, mais je crois que, c'est juste, à condition bien sûr qu'on entende ce que ça veut dire, que les créolisations, et ça permet de montrer que finalement la condition humaine est une condition créole d'une certaine manière. Je ne pense pas que c'est quelque chose d'actuel, ce n'est pas d'une actualité brûlante, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Maintenant, pourquoi aujourd'hui on en vient à considérer ces situations comme des situations créoles? Je pense tout simplement parce qu'il y a eu un immense travail théorique fait sur les créolités depuis plus d'une vingtaine d'années. Je pense notamment à Édouard Glissant, évidemment, mais aussi à l'éloge de la créolité de Bernabé, Confiant, etc. Donc ce travail-là de théorisation, ce travail pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand on parle de situation créole, il est en train, petit à petit, de porter ses fruits. Il est en train, petit à petit, de montrer que finalement, ce qu'on croyait être des phénomènes ponctuels, inscrits dans une histoire très spécifique, sont peut-être beaucoup plus larges qu'on ne le pense habituellement. Et ça ouvre des perspectives qui sont assez vertigineuses en fait. Et ça permet aussi, dans le cas de la Réunion par exemple, ça permet de relier des problématiques réunionnaises, spécifiquement réunionnaises, et moi je ne veux pas du tout nier la spécificité du cas réunionnais. J'ai vécu longtemps ici, j'y vis toujours, j'y vais le plus souvent possible. Je sais très bien que les situations créoles ne sont pas transposables d'un point à un autre par magie. En revanche, ce que je sais, c'est que présenter la situation japonaise comme une situation créole, c'est aussi dire que d'une certaine manière, la Réunion est reliée à des phénomènes d'hybridation de culture, de métissage, qui sont des phénomènes qui lui sont propres, mais qui en même temps se trouvent reliés à des phénomènes mondiaux. Donc ça inscrit aussi la Réunion dans une culture monde, ce qu'Édouard Glissant appelait le tout-monde. Et ça, je pense que c'est salutaire. C'est salutaire parce que la Réunion est une île. Une île, on peut la voir comme de plusieurs manières. On peut la voir, alors on parle souvent de mentalité insulaire. Moi, j'aime pas tellement cette expression. Je ne crois pas beaucoup à l'histoire des mentalités. Je crois que les mentalités, c'est un mot un peu magique qu'on met sur des pratiques qui se sont construites socialement, historiquement, culturellement pendant des siècles. Mais bon, on parle de mentalité insulaire, et en même temps, une île, c'est ouvert à tous les vents. C'est ouvert vraiment, on le voit bien, l'océan Indien, c'est un océan qui est tout petit. Quand on compare avec l'océan Atlantique, c'est un mur d'eau, les hommes ont mis des siècles avant de le franchir. L'océan Indien, ça fait des millénaires qu'il relie des aires culturelles très différentes, et qu'il les met en relation. Ça peut être des relations conflictuelles, il y en a eu, et il y en a encore. Ça peut être des relations fructueuses ou frictionnelles, voilà. Alors après, le danger, c'est de diluer le mot créole, ou le mot créolité, c'est de le diluer dans une espèce de mot passe-partout, où tous les phénomènes de rencontre des cultures seraient des phénomènes créoles. Ça, je n'y crois pas. Non seulement je n'y crois pas, je ne pense pas que tous les échanges interculturels sont manufacturés exactement sur le même type. Et en plus, je pense qu'il y a une espèce de mode créole qui affadit, qui dénature même ce que j'appelle les créolisations, et qui les transforme en des phénomènes commerciaux. La créolité est commercialisable. Donc, il faut tenir compte aussi de ce danger, de cette dérive possible. Et je crois qu'on a plus à gagner à utiliser, à théoriser la créolité, les créolités de manière plurielle, pour montrer justement que ce ne sont pas des phénomènes ponctuels, locaux, qui seront récupérés aussi. On peut récupérer les créolités à grande échelle, on va fabriquer des marques, mais on peut les récupérer à des niveaux tout à fait locaux pour
exalter une sorte d'authenticité toujours plus ou moins douteuse, et le petit narcissisme peut être aussi présent de cette manière-là. Des tas de dangers nous guettent de tous côtés, que ce soit le danger d'une commercialisation abondante ou le danger d'un resserrement sur une petite identité autochtone qu'on va défendre en la trafiquant un petit peu d'ailleurs. Bon, moi je suis pour des études sérieuses où on voit qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui est semblable. Qu'est-ce qui est identique? Je ne crois pas beaucoup à l'identique. Je pense qu'il y a souvent des petites variations et que c'est comme en musique, c'est dans les petites variations que le plaisir se trouve. Alors d'abord, c'est les Japonais eux-mêmes qui ont posé cette problématique. C'est pas moi. Hein. Moi, je suis arrivé au Japon il y a assez longtemps et je me suis aperçu petit à petit que certains Japonais, une minorité, c'est pas du tout le peuple japonais dans son ensemble qui penserait comme ça, mais une minorité d'intellectuels, d'artistes aussi, de créateurs, il y a beaucoup de créateurs, ont commencé à développer ce qu'ils ont appelé le Kreoru Shugi. Alors ils utilisent le mot créole en japonais, Kreoru Shugi, c'est-à-dire on pourrait traduire par les créolismes, le créolisme. Donc c'était un texte qui a été signé par 5 jeunes gens, ça s'appelait Sous le drapeau du créolisme, donc où ils se servaient de situations créoles, mais créoles variées, c'est-à-dire la Réunion n'a pas le monopole de la créolité, ni les Caraïbes, ni les Antilles, ni qui que ce soit. Et donc j'ai vu ça, ça m'a étonné moi aussi au début. Je me suis dit, mais tiens, ça m'a fait plaisir. Et puis après, je me suis dit, mais c'est pas seulement une question d'étonnement ou de plaisir, il y a quelque chose à penser derrière ça. Pourquoi des jeunes gens, à l'époque ils avaient 25 ans à peu près, pourquoi des jeunes gens tout d'un coup se servent des situations créoles aux Antilles, pas tellement à La Réunion, c'est moins connu au Japon, mais notamment dans les Caraïbes, pour penser leur propre situation japonaise. Alors, soit ils sont complètement à côté de la plaque, ils sont fous. Non, ils n'étaient pas fous du tout, ils avaient très bien senti qu'il y avait des enjeux qui se posaient dans des termes semblables, dans des termes parfois différents, et que le drapeau du créolisme, comme ils l'appelaient, leur permettait de penser leur propre situation et aussi de créer de nouvelles formes d'art, de pensée. Il y a eu par exemple quelque chose d'important qui a été la traduction en japonais des lettres créoles. Il y a eu le prix Nobel de littérature à Derek Walcott, qui a mis sur le devant de la scène de manière mondiale des questions de créolisation, de créolité. Il y a eu au même moment, en 99, dans la même période, Patrick Chamoiseau, qui a eu le prix Goncourt pour Texaco. Ça, c'était du côté créolisation francophone. Donc il y a eu effectivement plusieurs facteurs. Il y a eu l'œuvre de Glissant, très importante, qui a emporté avec elle, qui a charrié avec elle et qui continue aujourd'hui à charrier avec elle des questionnements universels. Donc tout ça s'est cristallisé à un moment donné, pendant plusieurs années, pour donner naissance à cette réflexion qui continue. Hein, à l'heure où je vous parle, là on est en avril 2018, il y a eu le mois dernier à la Maison franco-japonaise de Tokyo un grand séminaire de 3 jours, un grand colloque avec des Japonais évidemment, mais aussi des gens qui venaient de Caraïbes, il y avait des Haïtiens aussi, qui réfléchissent sur, encore aujourd'hui, ça continue, c'est pas du tout un mouvement qui est mort, c'est un mouvement qui continue à se développer, à se ramifier, quand ce grand courant qui est l'humanisme est apparu en Europe, après le Moyen-Âge, 15e, 16e siècle, en Italie, en France, dans ce coin-là de l'Europe. L'humanisme, au début, c'est ça, ce sont des gens qui sont dans une culture lettrée européenne, occidentale, assez classique. Bon, est-ce qu'on va aujourd'hui dire aux gens que l'humanisme est une spécialité européenne? C'est absurde. On peut toujours rabougrir les choses, on peut toujours les restreindre en disant voilà, ça c'est à nous, c'est nous qui l'avons fait. Bon, très bien. Si on est content comme ça, pourquoi pas. Moi, ce qui me semble plus intéressant, c'est de relier des expériences qui ont des différences. Hein. Encore une fois, je ne nie pas du tout les différences. Il y a des différences déjà d'expérience, mais ça les met en valeur, voilà. Et ça redéfinit en plus ce que nous appelons l'universel.
à tel point que bon, l'universel n'est pas une spécialité occidentale, ne devrait pas l'être. Édouard Glissant, il parle de diversalité. Il ne parle pas d'universalité. L'universel, c'est on tend vers un monde unique, formaté à chaque fois sur le même modèle. Donc voilà, ça permet aussi de penser ce genre de choses. Le Japon a été fermé, hein, c'est ce qu'on appelait la politique de Sakoku. Sakoku, ça veut dire fermeture en japonais. Donc c'était une politique qui a été développée pendant pratiquement 200 ans, jusqu'en 1853. C'est en 1853 que le Japon s'ouvre au monde, est forcé de s'ouvrir par l'arrivée des États-Unis, les bateaux, ce qu'on appelait les bateaux noirs des États-Unis, qui sont venus réclamer une ouverture au commerce. Jusqu'en 1853, le Japon était une sorte de point arrêt dans la circulation générale. Voilà. Alors que tout le monde se mettait en relation, eux avaient gardé une certaine autonomie, décision politique, hein, pour éviter en grande partie la colonisation par le christianisme. C'est comme ça qu'ils avaient présenté la fermeture. Et il y a quelque chose à penser dans le fait que ce pays, qui a été fermé très longtemps, qui est souvent présenté comme un pays très homogène, avec peu de phénomènes de migration, voire pas du tout, même ce pays est touché par des puissances de créolisation. Donc ça, c'est très intéressant. Mais la question de l'homogénéité du Japon, elle est très intéressante. Il y a des images qui courent sur le Japon comme un peuple homogène. Souvent, l'homogénéité, c'est une construction historique, hein, et politique. Toutes les nations, dans l'histoire de l'État-nation, on a besoin de se constituer un socle. Alors évidemment, on construit ce socle. Il n'est pas construit sur du vent, il y a des éléments d'homogénéisation, évidemment, mais si on place la réflexion à un niveau un petit peu au-dessus, ça veut dire que peut-être dans la condition humaine même, il y a quelque chose qui est de l'ordre du frontalier et du transfrontalier. Les hommes toujours se lèvent et vont voir ailleurs. Et ils construisent des pays, ils construisent des civilisations, avec des barrières, avec des frontières, mais aussi en poussant ces barrières, en les repoussant, en les transperçant, en les franchissant.